Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que la société ? Intuitivement, quand on pense à la société, on vient à penser à l'État. Mais simplement, peut-on réduire la société à l'État ? Et d'ailleurs, la société naît-elle avec l'État ? Peut-on considérer que la société naît avec l'État ? En lisant quelqu'un comme Hobbes, qui estime à travers divers ouvrages que c'est la création de l'État qui garantit aux hommes de sortir d'un état de nature violent et d'entrer dans l'état civil, on est tenté de penser que la société est une somme d'individus hostiles entre eux réunis par cet organe qui est l'État. Au contraire, Rousseau, dans son traité sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes, vient à estimer que les sociétés humaines ne se constituent pas grâce à une institution coercitive qui détient le monopole de la violence légitime, mais bien grâce aux intérêts qu'ont les hommes à s'assembler pour mieux vivre. Alors, peut-on imaginer une société sans État, c'est-à-dire, pour le dire vite, sans organe de centralisation des décisions et des moyens pour les mettre en œuvre ? Pour aller plus loin, il va être nécessaire de creuser cette notion d'État. Aujourd'hui, au sein des nations démocratiques occidentales, l'État remplit principalement deux rôles. C'est un État social qui concentre les ressources du pays pour les redistribuer sous forme de prestations sociales ou de services publics, et c'est aussi un État normatif qui a pour tâche d'orienter le pays vers la situation qui lui semble la meilleure, notamment en faisant voter des projets de loi et en veillant à leur application via les fonctionnaires publics. Bien sûr, l'État assure d'autres tâches, la défense, la justice, entre autres, mais toujours ces tâches doivent être effectuées en principe au moins en visant le bien commun. L'État peut donc être considéré comme un organe décisionnel et redistributif, censé servir la société et lui garantir le niveau de vie le plus élevé possible. Déjà en pensant ainsi, on s'aperçoit que si l'État assure effectivement une fonction de régulation sociale qui est importante, et qui permet aux membres d'une société justement de faire société, c'est bien la société qui est la finalité de l'État et non l'inverse. L'État vise le bien commun d'une société qu'il sert. C'est d'ailleurs un principe constant qui légitime les privilèges accordés aux hommes d'État, de l'Ancien Régime à la Ve République en France. Mais si la société assure, grâce à la création d'un tel organe, de se doter d'un niveau de vie plus élevé que si elle ne le créait pas, par les actions de l'État, la redistribution, la création de services publics, l'harmonisation des décisions, etc., ne doit-on pas considérer qu'elle prend également des risques à confier autant de pouvoir à cette institution, et comment pourrait-elle et peut-elle s'assurer que ceux qu'elle place au pouvoir prennent des décisions en visant le bien commun plutôt qu'en visant leur bien propre ? Autrement dit, et pour le dire clairement, comment peut-elle éviter qu'un organe prévu pour épauler le peuple ne devienne une oligarchie ou une dictature ? On voit aujourd'hui qu'en France, les mesures prises sous les mandats de Macron sont souvent critiquées parce qu'ils défendent l'intérêt, ou en tout cas paraissent défendre l'intérêt d'un groupe particulier, notamment celui qui correspond aux plus riches du pays, au détriment du bien commun. On peut penser à la suppression de l'ISF, la flat tax, la taxe carbone voulue pour financer le CICE, ou encore la réforme des retraites appliquée contre toute évidence économique et sociale et contre une opposition massive. Alors, si on pensait que la société c'était l'État, ne devrions-nous pas voir qu'au contraire, l'État c'est l'ennemi de la société, simplement car cette dernière lui a accordé trop de pouvoir qu'il peut retourner contre elle. On comprend alors un peu mieux le titre du livre de Pierre Clastres, La société contre l'État. Pierre Clastres, c'est un ethnologue français, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse au fonctionnement des sociétés qui ont des fondements et des modes de vie drastiquement différents des nôtres. Il s'intéresse notamment aux tribus et aux peuples amérindiens dont l'analyse constitue la matière de ce livre. Et les sociétés qu'il analyse ne comprennent pas, comme on peut le penser, autant d'individus que les nôtres. Il ne faut donc pas s'attendre en les observant à rencontrer une administration complète en lieu et place de notre État, mais comprendre que l'État, c'est d'abord l'autorité. Alors ce qui est le plus proche de l'État dans ces sociétés, c'est celui que les membres du groupe ont désigné comme chef. Comme l'État, il a été placé à un poste en surplomb par rapport au groupe, afin d'assurer l'unité et le bien commun. Mais ce que montre Pierre Clastres à travers ses ouvrages, et notamment celui-ci, c'est que ces sociétés qu'on nomme parfois primitives ne procèdent pas avec leur chef comme nous, avec l'État. Et elles tentent même, et c'est là la grande thèse et le grand apport de Pierre Clastres, elles tentent de se prémunir de son pouvoir coercitif, tout en essayant de préserver les avantages d'avoir
une organisation, une régulation sociale que peut permettre l'État. Alors, pour comprendre ce que Clastres nomme les stratégies des sociétés contre le pouvoir coercitif, il va falloir qu'on s'intéresse en premier lieu à la place qu'elles accordent à leurs chefs. Ce que Clastres remarque en observant l'organisation de ces petites sociétés, qu'elles soient nomades ou sédentaires, qu'elles vivent dans la forêt ou dans les plaines, c'est qu'elles accordent un traitement très particulier à leurs chefs. Un traitement qui rebute et surprend l'occidental, habitué aux parades et aux costumes 3 pièces de ses dirigeants. Si les chefs des États modernes paraissent en effet tout-puissants, au contraire, les chefs de ces sociétés sont dépossédés de leur autorité. Alors, comment expliquer cette profonde différence de fonctionnement ? Il faut d'abord bien voir que dénier son autorité toute puissante au chef, qui fait qu'on est obligé d'obéir par exemple lorsqu'il exige quelque chose de nous, c'est exprimer un goût certain, selon Clastres, pour la démocratie et pour l'égalité. Aucun homme ne commande seul, aucun homme n'est sommé d'obéir à un autre sans l'approbation du reste du groupe. Les hommes sont donc placés à une égale position en ce qui concerne le pouvoir coercitif, c'est-à-dire que personne n'en détient, et personne n'en subit. Les autres traits essentiels de la chefferie amérindienne n'en sont pas moins surprenants à l'égard de ce que nous connaissons nous. Clastres rapporte en effet que le chef est sommé d'accéder à toutes les demandes des membres du groupe. Le chef est alors reconnaissable. Il est celui qui possède le moins de choses et qui est le moins bien vêtu. Simplement parce qu'il se débarrasse de ses biens à mesure qu'il les produit, au profit du corps social qui justement attend de lui, de par sa fonction, des dons envers le groupe. Pour comprendre la raison de cette double dépossession, du pouvoir coercitif et de biens, il faut rentrer un peu plus dans le détail du sort que les sociétés amérindiennes réservent à leurs chefs. Pour cela, il va falloir qu'on s'intéresse un petit peu aux échanges effectués dans ces communautés. En ethnographie, l'échange tient une place importante. De Marcel Mauss et son essai sur le don à la revue du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, on comprend la pratique de l'échange comme un élément fondamental du faire communauté. L'échange crée du lien entre les individus, et les objets échangés, chargés d'une valeur symbolique importante, permettent au groupe de s'unir davantage. Dans les sociétés étudiées par Clastres, il y a 3 choses principalement qui s'échangent. Les biens, les mots et les femmes. Les biens circulent entre les membres du groupe et du chef vers le groupe. En effet, on l'a vu, le chef est sommé de donner ses biens aux autres membres. L'échange des mots, lui, consiste en ce que le chef produise des discours, notamment des discours qui exaltent le bien commun, sans que, la plupart du temps, les autres ne l'écoutent. Celui des femmes se fait, lui, du groupe vers le chef, dont la fonction lui donne le privilège d'être polygame. Ainsi, le chef reçoit des femmes contre ses biens et contre quelques discours qu'il produit. Il est le seul dans cette situation où les échanges ne sont plus réglés par l'égalité de valeur des choses échangées, et on comprend vite que la société donne plus en se défaisant de ces femmes pour les donner au chef qu'elle ne reçoit en recevant les maigres discours et les biens produits par le chef. Et c'est là qu'on commence à comprendre à quoi joue la société avec sa chefferie. On l'a vu, l'échange est ce qui forme le lien entre les membres d'une communauté. Or, la réciprocité qui règle les échanges entre les membres, un bien est échangé contre un autre bien, ne s'applique plus dans le cercle d'échange avec le chef. Le chef donne des mots, il donne des biens sans attendre de contrepartie de la part du groupe, et il reçoit des femmes sans contrepartie de sa part. Il est donc mis hors du cercle d'échange, régi par cette réciprocité. Alors, selon Clastres, cette relation particulière du chef au système d'échange n'est autre que le moyen de son exclusion symbolique de la société, de sa mise à l'écart, et in fine de son impuissance sur les membres de la société. Laissons la parole à Clastres, je cite. C'est donc dans la relation négative entretenue avec le groupe que s'enracine l'impuissance de la fonction politique. Le rejet de celle-ci à l'extérieur de la société est le moyen même de la réduire à son impuissance. Maintenant,
La question est de savoir pourquoi une telle limitation et une telle exclusion du pouvoir, une telle exigence d'impuissance du chef est mise en œuvre dans ces sociétés. Pourrait-on concevoir aujourd'hui une structure étatique dénuée de tout pouvoir coercitif? Un État sans police, sans moyens pour se faire obéir de ses sujets? Intuitivement, on a tendance à penser que non. L'heure est d'ailleurs plutôt aux parades militaires dans la rue et aux éborgnements de gilets jaunes dans Paris. Et il y a plusieurs raisons à cela. Il y a évidemment des raisons de doter l'appareil politique d'un moyen de se défendre, ainsi que de contraindre au respect de la loi. Simplement, sans police ou sans contrôleur, dans les services publics, les lois seraient-elles vraiment respectées? Serions-nous encore un État uni? Ne serait-ce pas l'anarchie, voire le règne de l'individualisme? Alors, une société telle que celle décrite juste avant, les sociétés amérindiennes, devrait logiquement sombrer dans l'anarchie et dans la guerre de tous contre tous, précisément parce qu'elle retire au chef les moyens coercitifs de se faire obéir. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut comprendre, nous dit Pierre Clastres, c'est que le pouvoir politique, inhérent à toutes les sociétés, ne se comprend pas uniquement sur le mode de la coercition. L'auteur distingue à cet égard pouvoir coercitif et pouvoir non coercitif. Le pouvoir coercitif, c'est celui qui repose sur la violence ou la contrainte. Mais quel est ce pouvoir non coercitif? Et comment se fait-il que l'ordre social de ces sociétés dont le chef n'a pas de pouvoir ne se délite pas? Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut essayer de comprendre pourquoi les sociétés amérindiennes ne dotent pas leur chef d'un pouvoir important comme nous le faisons nous d'ordinaire. Selon Pierre Clastres, ces sociétés identifient la nature et le pouvoir coercitif. C'est-à-dire qu'elles opposent la culture et ses manifestations au pouvoir coercitif qui serait propre à un état de nature sauvage où règne la terreur. La nature, pour ces hommes, c'est d'abord la violence entre les êtres. Un état de nature est un état où la loi du plus fort s'applique et où, par conséquent, les faibles sont opprimés par les forts. Dans la nature, le pouvoir est de nature coercitive. Le fort détient la force de contraindre par la violence ceux qui n'ont pas assez de moyens pour se protéger. De même que l'État concentre, pour reprendre la formule de Max Weber, les moyens de violence légitime et peut contraindre le peuple à ne pas s'exprimer. Pour eux, donner à un seul ou à une institution le pouvoir et les moyens de gouverner par la force et la contrainte, c'est avant tout se replonger dans un état sauvage, et donc renier les avancées culturelles qui ont permis de lier les hommes entre eux. Placer le pouvoir au centre de la société comme un élément transcendant conduirait à la coercition et détruirait donc de facto l'avancée culturelle sur la nature. C'est pourquoi il convient, selon eux, d'éloigner le pouvoir coercitif, de l'empêcher de naître, et pour cela de nier au chef tout pouvoir. Reste maintenant une question centrale. Comment éviter que la société se délite, tout en maintenant le chef dans un rôle symbolique, dénué de tout pouvoir? On l'a vu, les sociétés amérindiennes étudiées par Pierre Clastres attribuent à leur chef un rôle très particulier. Il doit concilier les hommes et non pas les diriger. Il doit se tenir écarté du système d'échange qui régit les relations ordinaires, et ainsi se tenir symboliquement écarté de la société, ne pouvant plus la commander avec coercition. Et encore plus stupéfiant, il doit travailler davantage que les autres, du fait d'une obligation de répondre aux demandes de biens des hommes qui l'ont nommé chef. Si on superpose ces caractéristiques à celles des chefs des sociétés dites développées, on s'aperçoit qu'elles n'ont rien en commun. Nos présidents sont très bien rémunérés en démocratie, piochent à merci dans les deniers publics en dictature, et sont souvent auréolés d'un prestige et d'une cosmétique impressionnante qui donnent souvent l'impression qu'ils sont méprisants et qu'ils ne comprennent pas le peuple. Il faut dès lors comprendre les causes de ces différences statutaires énormes. Est-ce seulement la différence de taille et le nombre d'habitants qui président à cela? Un intérêt porté sur les données démographiques des peuples amérindiens du XVIe siècle, étudiées par les anthropologues, nous amène à chercher une toute autre cause. Pierre Clastres estime en effet que les Tupis-Guarani,
une tribu amérindienne, comprenait 1,5 million d'habitants avant l'arrivée des Occidentaux. L'école de Berkeley estime quant à elle que 25 millions d'Indiens d'Amérique étaient présents dans la société mexicaine de l'Anuak, soit une densité de population aussi importante qu'en France en 1789, où l'on faisait la révolution contre un pouvoir monarchique concentrant les pouvoirs. Ce n'est donc pas une question de taille ou relative au nombre d'habitants. Pour mieux cerner les raisons profondes de ces différences statutaires entre chefferies amérindiennes et rois ou présidents des pays développés, il ne faut donc pas s'arrêter aux causes matérielles, et nous devons comprendre la fonction de la tête des sociétés. Pourquoi doter une institution particulière de moyens de coercition capables de réprimer et de soumettre complètement un peuple ? Pourquoi confier à un organe l'autorité et la légitimité de l'usage de la force ? La justification classique de cette monopolisation de la violence légitime est celle produite par Hobbes, dans ses livres, notamment Du Citoyen et Le Léviathan. D'après Hobbes, les hommes doivent confier à un seul homme, ou à une instance, leurs droits sur eux-mêmes, et s'en remettre à elle en cas de conflit. Procéder ainsi, en confiant à une instance les moyens de contraindre et de soumettre, c'est donc procéder d'abord pour maintenir l'ordre, réguler l'ordre social, c'est-à-dire administrer la société en la soumettant à des règles. Ces règles sont, quelque part, la garantie d'une stabilité de l'ordre social, qui lui-même maintient des relations cordiales entre les hommes. Sans loi, pas de communauté. Sans hommes et sans pouvoir pour faire respecter la loi, pas de loi. Le pouvoir confié à l'État sert donc précisément à garantir la paix. L'État est fondé pour garantir l'ordre et prémunir la société de la barbarie naissant de l'anarchie. Mais la formation de l'État est-elle la seule solution pour atteindre ces objectifs ? Ne peut-on pas assurer l'édification d'une structure sociale pérenne sans confier à un seul le pouvoir de contraindre tout le groupe ? C'est en tout cas la thèse de Pierre Clastres. En observant et en étudiant les peuples amérindiens, il découvre des sociétés réglées par des normes, des coutumes, des rites et d'autres règles. Selon lui, la fonction latente de ces normes et traditions n'est autre que de créer l'ordre nécessaire au maintien de la communauté, tout en éloignant le risque de la formation d'un pouvoir trop grand au sein de la communauté. Pour comprendre cela, nous devons passer par les cas dont traite Pierre Clastres lui-même. Un trait caractéristique de ces sociétés est la pratique de l'exogamie locale, c'est-à-dire la règle qui oblige les habitants à se marier avec un membre d'une communauté extérieure à la sienne. Selon l'ethnologue, cette manière d'organiser les relations rend compte d'une politique qui ne vise rien d'autre qu'à pérenniser ces relations avec les autres groupes. Les groupes s'échangent des femmes ou des hommes, et ainsi ne peuvent pas se considérer pleinement comme des étrangers. Cette proximité relative déclenche des mécanismes d'entraide et de liaison, notamment dans des périodes difficiles, où l'approvisionnement par exemple en nourriture est difficile. Pour lier les hommes entre eux et former communauté, c'est-à-dire former un groupe d'individus aux liens étroits et à la conscience collective affirmée, le plus efficace reste de leur constituer un vécu commun. De préférence un vécu marquant, un vécu dont ils sont les seuls à pouvoir connaître les sensations qu'ils suscitent. Et pour créer un tel vécu, il faut que la société instaure des rites. Ces rites sont des passages obligés pour les membres ayant atteint un certain âge, notamment à la fin de l'adolescence. La société leur imprime sa marque par la violence faite sur leur corps. Elle transperce leur peau à l'aide d'os de jaguar, elle brûle leurs plaies avec des broches, et vise en général à faire le plus mal possible. Cette violence marque les corps. Et les corps, nous dit Pierre Clastres, sont une mémoire. C'est-à-dire que l'homme ayant passé ce rite s'en souviendra, il se souviendra de la marque que la société lui a imprimée, simplement parce que son corps lui le rappellera par ses séquelles. Cette torture rituelle qui nous fait souffrir, nous, rien de la concevoir, est pourtant, selon Clastres, le moyen le plus sûr de faire communauté. La torture, infligée à tous, ramène les membres à égalité, elle les soumet tous, indépendamment de leur attribut naturel, à une même loi, celle de la société, dont ils comprennent qu'ils sont les servants et non les chefs.
D'autre part, elle signifie l'appartenance au groupe par la trace qu'elle laisse étant psychologique et physique. Ces cas illustrent les tentatives et les efforts fournis par ces sociétés que l'on dit primitives pour éloigner la politique coercitive, pour éloigner l'État qui les soumettrait à son joug, tout en maintenant un faire communauté par des normes qui s'appliquent à tous. On voit, ces sociétés produisent un effort d'égalisation du statut de leurs membres pour qu'un pouvoir séparé d'elles ne vienne jamais à naître. Finalement, que retenir de ce livre ? Quelle orientation donne-t-il à nos conceptions du faire société, de la politique comme institution et comme manière d'organiser le vivre ensemble ? Je pense que 2 idées principales sont à retenir. D'abord, les sociétés dites primitives ne sont pas si arriérées que ce qu'on pourrait penser. En disant cela, on pose la question : à quoi reconnaît-on la valeur d'une société ? Pourquoi estimer que nos sociétés sont plus avancées et donc in fine meilleures que les leurs ? Peut-on être certain que notre mode d'existence est plus propice au bonheur que le leur, uniquement car nous avons de notre côté les avancées scientifiques, les avancées technologiques et tout le confort qui en découle ? N'a-t-on d'ailleurs pas vu comme notre modèle dit développé de société est propre à entraîner ses membres dans des guerres de plus en plus dévastatrices, dans des épidémies de déprime et de solitude, ou dans des exploitations politiques et marchandes ? Ensuite, l'État doit être compris comme un agent protecteur de la société, mais aussi comme une création qui doit être limitée et contrôlée, afin qu'elle ne se retourne pas contre son créateur. Les sociétés étudiées par Clastres sont frappantes car elles assimilent l'instauration d'un pouvoir coercitif au retour de l'état de nature. Elles assimilent donc nos sociétés dites développées et cultivées à des modes de vivre ensemble entièrement violents. La violence vient de l'imposition, de la contrainte de suivre des ordres, de l'obligation de se mouvoir dans un système que l'on a l'impression de subir, et que l'on subit en fait. En France, l'État participe par plusieurs de ces mesures à instaurer un certain état des choses, et par suite un certain état des vies. Il renfloue les comptes en banque des plus riches par des mesures d'allègement fiscal, détricote les protections acquises par les travailleurs modestes, délabre par un ensemble de mesures et de sous-investissements les différents services publics, et la liste pourrait être plus longue. Ces mesures sont imposées pour certaines par décret, d'autres par le truchement d'un vote où les factions se rallient pour garantir leur place et leurs revenus en nouant des alliances sans penser au bien commun, ou par celui d'un 49-3, pour aller dans l'extrême. Le livre de Clastres invite à réfléchir aux moyens qui pourraient nous prémunir justement d'une telle violence, d'une telle imposition. On pourrait penser par exemple à la déprofessionnalisation de la politique, ou bien à une insertion citoyenne plus grande dans les processus de décision. Il s'agirait dans tous les cas de réencastrer, pour utiliser un terme cher à Karl Polanyi, le politique dans le social. C'est-à-dire à participer, à ne pas insérer, à ne pas ériger une institution politique séparée du corps social et à qui on doterait de certains pouvoirs d'imposition au corps social. On l'aura compris, ce livre nous amène à repenser notre rapport aux politiques dans toutes les acceptions que ce terme peut avoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Sur ce, je vous laisse réfléchir.